Salut à tous, Captain Mali encore pour vous. Alors, re-bienvenue dans une escapade. Aujourd'hui, on est avec Monsieur Touba, j'aime l'appeler. Touba, je pense qu'il est pharmacien Ouais. on va dire de parcours. Il est pharmacien de parcours, mais il a une entreprise dans la digitalisation. Il fait de l'accompagnement pour tout ce qui est image, présence digitale. C'est bien ça? C'est bien ça. Donc, Touba, tu peux te présenter à notre audience. Voilà, moi c'est Touba Damele. Hmm. Voilà, comme il a dit, je suis docteur en pharmacie. Mais J'ai oublié de dire docteur, j'ai dit monsieur. voilà. Mais au fur et à cours de mes études, j'avais pris passion pour le business en ligne. D'accord. Et donc, j'ai créé une entreprise dans ce domaine-là, le marketing digital. Voilà, on est à Bolkassoumou ici. On va dire que la présence digitale aujourd'hui, c'est comme l'argent, c'est comme l'information, c'est le nerf de la guerre. Ouais. Les gens veulent être les plus vus possible, les États, les entreprises, les organisations internationales, tout le monde en fait. C'est important d'être vu maintenant. Donc, comment tu es passé d'études en pharmacie à... D'où est venue la passion en fait, d'études en pharmacie à Bon. présence digitale, tout ça? Déjà, mes études en pharmacie, ils ont commencé en Russie. D'accord. Voilà, donc après une année déjà là-bas, à apprendre la langue, Mhm. les premières difficultés, c'était de trouver un job Ok. pour pouvoir aider les parents à financer les études. Ok. Donc, j'ai commencé à peindre les murs. Bon, après, j'ai vu que ce n'était pas une bonne idée parce que j'étais trop fatigué pour pouvoir suivre les cours. Ok. Donc, du coup, une fois que je suis venu rentrer la première fois de Ok. la Russie, dès que je suis reparti, j'ai rencontré quelqu'un. Ok. Et cette personne m'a parlé de gagner de l'argent sur Internet. Ça trouvait que moi, je voulais faire de l'e-commerce. Ok. Et là, j'ai dit, ouais, pourquoi pas, on peut lancer un truc ensemble. Donc, on a commencé à travailler sur Facebook. Et 6 mois après, j'avais gagné mes premiers millions. Ah oui, Ouais, tes millions ou ton million? mes millions. En francs CFA ou En francs CFA, pas en dollars. Ah non, Pas en dollars. En d'accord. francs CFA. Et ensuite? Et ensuite, on a continué la collaboration au fur et à mesure des 5 ans qui ont suivi. Et j'ai recruté, après 2-3 ans d'expérience, des gens que j'ai formés qui sont devenus mes partenaires. Ok. Et au fur et à mesure du temps, je me suis dit, bon, le partenariat, il est bien, mais il faut créer quelque chose de plus grand. Au moins, avoir l'impression de contribuer à une chose plus grande que soi. Impression ou contribuer réellement? Non, vraiment, je voulais cette sensation d'abord. Ok. Donc, après, j'ai pensé à créer une entreprise. Maintenant, où? Parce que je voulais m'asseoir aussi en Russie. Ah, tu voulais rester en Russie? Ouais. Pourquoi? Ouais. Ben, parce que là-bas, c'est plus propice au business en ligne. Ok. Il y a les ressources, il y a les infrastructures par rapport à ça. C'est quoi la différence exactement avec Bon, ici? là-bas, À si part j'ai les besoin... coupures d'électricité. Bon, à part les coupures d'électricité, on va pas toucher ça. On va laisser ça parce qu'ici, on ne peut pas parler de tout. Oh. Donc, du coup, par exemple, si on a besoin d'un produit ou bien, on va dire, de logiciel, Ok. on peut directement faire le paiement en ligne, on peut directement être livré. Les conditions nous permettent de pouvoir exploiter le business en ligne, que ce soit les connexions, le débit, même l'équipe qui est là-bas, les gens sont ouverts plus à ça. Tu avais une équipe là-bas? Ouais. Donc tu avais toute une boîte là-bas? Non, j'ai une équipe là-bas avec des partenaires. Ah, d'accord. Surtout le côté technique. Donc ils sont autonomes, c'est pas comme si tu les payais? Voilà, je ne les paye pas. Ok. Ils sont autonomes, on s'est associés et on a décidé de mettre un certain pourcentage pour gérer le côté technique de nos ressources, nos sites web et tout. Et puis on a pris un trésorier commun qui va répartir aussi les ressources. Donc C'est important, à un moment, hein, on est les arrivé à 25 partenaires comme ça. 25 partenaires? Oui, il y avait plus de 25 étudiants qui arrivaient à gagner de l'argent là-bas Ok. et payer leurs études à côté. Payer leurs études avec, Ouais. avec quoi? Quel réseau social? Le Facebook. D'accord. Ouais. Bon, aujourd'hui, les gars, on vous amène une pépite parce que si vous finissez ce podcast, vous saurez qui contacter si vous voulez gagner de l'argent en ligne. Et vous devrez passer par moi pour avoir une commission, hein, n'est-ce pas? Ouais, pourquoi pas. Pourquoi pas. Faut que j'ai une commission plutôt. Ouais. Alors, comment vous faisiez? C'était qui vos clients? Bon, C'était comment fonctionne le système déjà? Bon, en fait, au début, on ne savait même pas ce qu'on faisait parce qu'au début, on voulait juste développer une communauté sur Facebook. Ok. Voilà. Donc, on a commencé à développer notre communauté. Bon, notre thématique, c'était plus des contenus de divertissement, Ok. des documentaires, des films. Tout ce qu'on trouvait, on balançait. D'accord. Voilà. Donc, arrivé à un moment, on cherchait à comment monétiser. Et le copyright, vous n'avez pas de souci de copyright? Bon, sur Facebook, il peut y avoir le copyright, mais à ce moment,
C'était pas aussi développé que maintenant. D'accord. Et en plus, c'est pas tous les contenus qui ont des copyrights. Si vous prenez par exemple un contenu sur YouTube qui n'est pas encore sur Facebook et vous le postez, il y a peu de chances d'avoir du copyright. Voilà. Bon, et puis sur le long terme aussi, ça dépend si le créateur en question, il ne veut pas que vous postez son contenu là, il fait des signalements. Sinon, s'il ne dit rien, bon, ça passe. Donc, on s'attaquait à des niches où on savait que c'était une grosse industrie et ils s'en fichaient de nous, les petites pages qui développaient leur contenu à côté. Voilà, donc on a commencé ainsi. Je me rappelle après nos premières dizaines de milliers d'abonnés. Voilà, là, on a commencé à savoir comment on va faire pour rentabiliser derrière. Et là, on ne pouvait pas monétiser la plateforme parce que ce n'était pas nos contenus. Donc, on voulait maintenant trouver un moyen alternatif. Donc, comme on avait déjà une communauté, comment rentabiliser cette communauté-là? Et là est venue... Une communauté de combien de personnes? Une communauté de 20 000. Les premières pages, 20 000, certaines avec 5 000 abonnés, parce qu'on était plusieurs à se lancer. Sauf que je peux dire que j'étais l'un des premiers membres de ce projet. Typiquement malien ou typiquement international? Malien, congolais, haïtien, tous ceux qui étaient là-bas. Voilà, panafricain, on peut dire. On avait même fondé une communauté, on s'appelait Mandé Family là-bas. On continue comme Mandela, quoi. Ouais, comme le Mandé du Mali. Parce que le premier collaborateur était malien aussi. Donc après, d'autres sont venus. Et là, on existe toujours. Voilà. Super. Donc la page, comment on peut la trouver? Comment on peut trouver la page? La page Mandé Family? Ou les pages, oui. Non, c'est pas... c'est un collectif au fait de jeunes qui se sont réunis pour gagner de l'argent sur Internet ensemble et pouvoir se débrouiller en Russie parce que travailler physiquement là-bas, c'était compliqué. Puisque c'était pas assez intégré. Mais on dit en général que nous, les Noirs, on est beaucoup plus forts. Non, je ne parle pas de la force physique, mais je parle plutôt de l'intégration là-bas. Parce que les Russes, ils étaient trop braqués sur eux. Les Africains, le travail qu'ils pouvaient faire, c'était des travaux manuels seulement. Il n'y avait pas d'option pour pouvoir gagner bien sa vie. Donc nous, on voulait vraiment se démarquer. Et pour pouvoir faire ça, il y avait un meilleur moyen qui était de faire le business en ligne. Parce qu'au moins, même à la fin des études, on avait quelque chose de solide sur lequel on pouvait scaler derrière. Mais si on travaille pour quelqu'un, quand on arrête les études, c'est fini. Et puis peut-être on peut être envoyé aussi. Voilà. Comme quoi, on va dire, les difficultés, ça ouvre les perspectives. Voilà, exactement. D'accord. Et mais dis-moi, toi, comment tu arrivais à balancer? C'est vrai que c'est la raison, elle est noble derrière. Mais tu es jeune, tu as quel age? J'ai 25 ans. À 25 ans, déjà, tu es docteur depuis combien de temps? Je suis docteur il y a une année. Donc, docteur à 24 ans en pharmacie et une entreprise dans le digital, je veux dire, c'est peu commun en fait. Même dans ta niche, est-ce que tu n'étais pas le plus jeune par hasard? Je pense bien que j'étais le plus jeune. Tu vois, et comment, en fait, d'où te vient cet état d'esprit déjà de base? Bon, de base, ma mère, elle est entrepreneur. Mon père aussi. Donc, lui, il est... Moi, je dis waouh, je le savais déjà en fait. Voilà, lui, il est pharmacien. Et ma mère, elle est la promotrice d'école et d'université. D'accord. Donc, du coup, dès à bas âge, moi, j'ai toujours voulu avoir cette liberté-là, de pouvoir travailler pour moi-même. D'accord. Voilà, je rêvais de devenir millionnaire depuis longtemps. Je me disais à 27 ans. À un moment, il y avait tous mes mots de passe qui étaient pharmacien millionnaire 2023. Donc, c'était ça mon objectif depuis il y a 7 ans. Voilà, donc ça a pu être atteint. Et là, tu es millionnaire? Oui, je suis millionnaire, mais en France, c'est pas. En France, c'est pas. D'accord. Et l'état d'esprit, comment tu l'as concrétisé? C'est quoi les actions quotidiennes qui t'ont mené, on va dire, à cet accomplissement? Bon, déjà, vu que j'ai rencontré quelqu'un et on s'est mis à travailler ensemble, ça m'a beaucoup aidé aussi parce qu'il faut savoir quand on est seul, c'est plus difficile. Donc, même quand j'étais démotivé, il y avait cette personne qui était à côté. Il s'appelle Sidibé, Mamadou. C'était un Malien aussi. C'est ton ami que j'ai vu pendant ton shooting? Ou c'est pas lui? Pendant mon shooting? De mariage? Non, lui, c'était un autre ami. Lui aussi, il était en Russie avec moi. Ah, tu m'avais dit qu'il est en Russie, c'est pour ça que je te pose la question. Non, c'est pas la même personne. D'accord. Voilà, lui, il est toujours là-bas. Voilà. Donc, du coup, au fur et à mesure, on évoluait ensemble. Pour moi, de base, je ne suis pas trop social. Donc, quand je n'étais pas sur mes cours, j'étais sur le business en ligne. J'étais devenu carrément accro à ça. Voilà. Donc, du coup, je bossais jour et nuit. Je dormais peut-être 3 à 4 heures par jour. Voilà. Tellement j'étais passionné. J'ai même appris le système de sommeil polyphasique là. C'est quoi le sommeil polyphasique? Le sommeil polyphasique, ça consiste à dormir 1h30 en profond sommeil. Là, on récupère énormément. Après, on divise les 1h30 restants ou 1h20 restants. C'est ce que Cristiano Ronaldo fait, hein? Bon, je sais pas. C'est ce que j'ai vu dans une vidéo. Ah, ok. Oui. Bon, on récupère énormément par rapport au sommeil normal. Et chaque fois, j'avais l'impression d'avoir plus d'énergie. Parce que les études en pharmacie, il faut comprendre que ça prenait énormément de temps aussi. Justement, voilà. ma question. Donc, j'arrivais à dégager 3 à 7 heures pour le business en ligne par jour. Voilà. Donc, du coup, c'était pas facile, bien sûr, mais avec de la persévérance et puis sur le long terme, ça a fini par payer.
D'accord. Et là, maintenant, c'est quoi la phase actuelle Déjà, l'entreprise s'appelle comment? L'entreprise s'appelle Nest of Trend. Nest of Trend. En anglais, le nid de la tendance en français. OK. Voilà, donc du coup, ça ne vient pas forcément de l'état d'esprit de vouloir faire du marketing digital, mais au début, je voulais faire de l'e-commerce. Okay. Donc, une boutique en ligne qui pouvait vendre tout. Donc, le nid de la tendance, donc tout ce qui était en tendance, je voulais vendre ça. Donc, j'avais introduit l'e-commerce à un moment, mais après, je l'ai abandonné. Parce qu'au moment où je commençais l'e-commerce, j'ai rencontré mes premiers problèmes dans le business en question. Ah oui? Et j'ai failli vraiment, j'ai perdu ma page. Hein. Et quelles étaient voilà, on y vient. Quelles sont les difficultés que tu as le plus rencontrées? Bon, c'est les standards de Facebook. OK. C'est comme quand vous jouez au foot, il y a des lois. Bien sûr. Voilà, quand vous faites quelque chose, vous faites pénaliser par Facebook. OK. Carton jaune, carton rouge. Et c'est exactement Toi, ça qui arrive sur Facebook. Carton jaune ou carton... J'ai pris carton jaune et carton rouge plusieurs fois. J'ai perdu peut-être 5 ou 6 pages. Hein. Ok, donc toi, tu es le Sergio Ramos en fait de l'histoire. On peut dire, parce que moi, mon problème c'est quoi? On va dire. Quand on me dit par exemple, il est interdit de... Tu peux publier comme tu veux. Moi, j'essaie de publier le maximum possible pour voir la limite de l'algorithme. Quand on me dit par exemple, tu peux partager 2 fois, je partage 1000 fois pour comprendre si c'est autorisé. Okay. Donc, on peut dire actuellement, je comprends pratiquement tout ce qui est interdit sur Facebook. Et avec cette base-là, on est en train de travailler. À force de tests. Oui. On forme maintenant des jeunes Maliens à Nest of Trend. On a plus d'une vingtaine. Okay. Et eux tous, ils font de l'argent en lien avec nous. Parce que déjà, l'erreur a été maîtrisée. On a testé et maintenant, on fait presque plus d'erreurs. Super. Voilà. Et maintenant, c'est quoi votre niche? Est-ce que c'est toujours continuer toujours sur la même lancée parce que ça marche ou vous faites autre chose? Bon, actuellement, on est plus axé sur le fait de poster des contenus et de permettre aux gens de continuer à voir la continuité de ces genres de contenus. Ça peut varier. Il y a des documentaires, il y a des films, voilà, des films libres de droit, bien sûr. Okay. Il y a des séries libres de droit aussi. Il y a même de la musique et puis des articles qu'on les rédige nous-mêmes. Okay. Voilà, donc tout ce qui concerne le fait d'attirer du trafic depuis une autre plateforme comme Facebook vers nos sites web et puis d'optimiser ces sites web aussi là pour que dans le moteur de recherche de Google on puisse être vu et faire des rendements derrière, c'est ce qu'on fait. Est-ce que tu as travaillé avec des créateurs de contenu ici ou des entreprises de la place? Au Mali, non. Est-ce que tu as essayé de le faire? J'ai pas essayé. Est-ce que ça t'intéresse? Potentiellement. Pourquoi tu n'as pas essayé? J'ai pas essayé parce que je me disais que les Maliens n'étaient pas prêts pour ça. Mais il y a beaucoup de créateurs de contenu au Mali. Nous sommes une boîte qui faisons, on va dire, partiellement de la création de contenu. On est une boîte de production, mais on va dire ça se résume au jour d'aujourd'hui. Avant, les productions, c'était de grosses productions, tout ça. Mais maintenant, la création de contenu, on va dire, it's the new black. Ouais, tu vois, donc, qu'est-ce qui a bloqué à ce niveau? Bon, à ce niveau, déjà, vu que sur Facebook même, il y a énormément de standards. Parce que c'était notre plateforme de base. Après, on est allé sur Instagram et les autres. Mais il y avait énormément de standards. Et généralement, quand vous dites que vous êtes responsable de la plateforme de quelqu'un, ça veut dire que vous gérez la sécurité, ça veut dire que vous gérez les postes et ça demande énormément d'efforts derrière. Maintenant, bon, lorsqu'on a lancé notre entreprise, on voulait potentiellement le faire, mais moi j'ai dit non, on n'a pas assez d'expérience d'abord dans le domaine parce que c'était la première fois qu'on s'est retrouvé à gérer autant de pages en même temps. On s'est retrouvé de 2, 3, 4, 5 pages à plus de 30, 40 pages. Donc du coup, on a subi notre premier piratage. Okay. Et là, on a perdu, je crois, plus de 6 pages et 4 groupes Facebook, je pense. 4, 5 groupes. Et voilà. Super. C'est pas super. Je veux dire, c'est intéressant. C'est très intéressant. Et qu'est-ce que tu penses de on va dire, tout l'écosystème de création de contenu, on va dire production, on va dire créateur de contenu qui se fait au Mali? Qu'est-ce que tu en penses? Tu penses que c'est un vrai business, ou tu penses que c'est juste... Qu'est-ce que tu en penses? Non, c'est un vrai business. Mais le problème, c'est que les créateurs de contenu qui se mettent focus sur le Mali ne sont pas assez rentables. Parce que déjà, il faut comprendre la rentabilité des réseaux sociaux, notamment Facebook, YouTube et consorts, ça vient de notre audience principale. Par exemple, si moi j'ai des Maliens par exemple sur Facebook, je peux avoir par exemple, lorsque ma plateforme elle est monétisée, je peux avoir que 0,2, 0,1 $ par 1000 vues.
$0,1 par 1000 vues. Ou 0,2. Rarement 0,3. C'est ça le problème. Dans ce cas, qu'est-ce qu'il faut cibler? C'est l'audience. Plus l'audience est capable d'acheter en ligne, plus vous avez de chance d'avoir un revenu par 1000 vues qu'on va appeler RPM haut. Donc, si vous avez par exemple une communauté américaine que vous divertissez, là, vous gagnez beaucoup. Vous pouvez aller jusqu'à $3 par 1000 vues. Une communauté ivoirienne, par exemple? Ivoirienne est mieux aussi. Ivoirienne en Afrique, francophone, la Côte d'Ivoire. Le Sénégal? Le Ghana? Le Sénégal, c'est pas mal. Le Sénégal, c'est pas mal aussi. Okay. Mais plus le pays est digitalisé, il est bancarisé, mieux c'est. D'accord. Ça donne un coup parce qu'il y a beaucoup de gens qui se donnent l'impression en fait, de pouvoir gagner leur vie sur les réseaux sociaux et tout au Mali. Qu'est-ce que tu en penses? On va dire avec des contenus typiquement maliens. Ouais. Tu vois, quand moi j'ai commencé ce podcast, il y a beaucoup on va dire, j'ai essayé de collecter le maximum de points de vue sur l'avancée du podcast sur les différentes directions. Les gens me disent, oui, fais quelque chose en Bambara, ça va marcher. Ça va prendre, il y aura beaucoup de vues et tout. Déjà, toi, qu'est-ce que tu penses de ça? Je pense que si c'est pour la communauté malienne, si c'est pour la communauté peut-être même ivoirienne, burkinabé, guinéenne, le Bambara, c'est mieux. Parce que déjà, le Bambara, on a la chance que c'est parlé dans environ 5 pays au moins à côté. Et on a une communauté de plus de 40 millions qui parlent le Bambara. Comment tu as tous ces chiffres-là? C'est parce que c'est à force de... Oui, c'est parce qu'on a lancé des publicités, on a travaillé avec les statistiques pour permettre à nos pages de décoller. Donc, on se rend compte qu'il y a une audience, il y a un potentiel énorme de Bambara parce que les Maliens, ils sont en Côte d'Ivoire, ils sont au Burkina, ils sont en Guinée. Donc, c'est assez simple de pouvoir les atteindre avec le Bambara. Donc, le Bambara, il se porte beaucoup dans l'Afrique de l'Ouest ici. Voilà. Donc, du coup, si vous le faites en Bambara, c'est mieux. C'est pour ça qu'on a le succès d'autres plateformes qui font... mais ces plateformes-là, moi, je suis au courant, je suis au fait des chiffres de certains d'entre eux, comparé à leur expansion, ceux qu'ils gagnent. Parce que, en fait, on va dire, il y a des créateurs de contenu américains, français, qui ne sont pas des entreprises, qui sont personnelles. C'est-à-dire qu'ils ont leur structure, ils font leurs vidéos, ils montent, ils postent. Nous, nos créateurs de contenu aiment s'appeler WebTV déjà. Moi, je n'aime pas appeler tout le monde WebTV. Et ils en ont fait une société. Et moi, j'estime que les chiffres qu'ils génèrent ne permettent pas à ce que l'entreprise survive en réalité. Eux, ils ont un modèle de business qui est plus axé sur, on va dire, le placement de produits en local. Tu vois? Donc, moi, je ne pense pas que même ces entreprises-là, ils décollent vraiment grâce à... Bon, je dirais bien que la publicité ne les permet pas de rentabiliser derrière, mais quand il s'agit du placement de produits, ici au Mali, c'est potentiellement le meilleur moyen de monétiser sa plateforme. Parce qu'il y a des entreprises qui viennent, vous contactent, ils vous demandent des sponsoring ou comme ça. Par exemple, j'ai eu une information, peut-être c'est exclusif, mais par exemple... Nous, on adore l'exclusivité ici. L'artiste Kanté, le comédien malien, là. Oui. Ouais, par exemple, quelqu'un m'a parlé un peu de son chiffre d'affaires qu'il fait annuellement, uniquement grâce au sponsoring avec Orange. C'est énorme. Tu ne veux pas nous dire son chiffre, hein? Ça va dans les 100 millions. Uniquement. Si Kanté vous doit de l'argent, sache qu'il fait 100 millions par an. Sachez qu'il fait 100 millions par an. Minimum. Donc, s'il vous doit de l'argent, allez lui demander des comptes. Genre, minimum, s'il fait 100 millions par an, moi, je vais commencer à devenir son pote, tu vois. Mais gars, je vais aller causer avec lui très prochainement. Vous le verrez sur ce plateau-là. On aime les gens riches, vous voyez. Désolé. Hein. Kanté, tu es balancé. Ouais, tu es balancé. D'accord, je vois exactement. Et quelle est ta vision en fait par rapport à ce business sur le long terme? Bon, sur le long terme, notre objectif, vu qu'actuellement on utilise des contenus gratuits, libres de droits, on ne peut pas le faire éternellement. Voilà. Il y a un business model, ça ne se repose pas sur ça. Mais quand même, on balance beaucoup sur nos propres créations de contenu, qui sont notamment des articles de blog et qui sont 100% originaux faits par nous. Donc après aussi, on se dirige petit à petit vers la création de contenu aussi. Mais les types de contenu que nous on fait, c'est beaucoup différent de ce que Creative Mag offre. C'est plutôt destiné à une autre communauté qui n'est pas forcément malienne. Tu vois, il m'a vu venir, il a vu la proposition venir, il vient de me désamorcer. Ça ne va pas me décourager en fait. Moi, je pense qu'il y a un partenariat à se faire en fait. Si, c'est possible. Parce que nous, on veut développer un magazine qui est assez complet, qui touche à peu près tous les sujets de la place. Donc, on va discuter de ça en offline. Les gars, vous n'aurez pas droit à ça. D'accord. Et je voulais savoir aussi, est-ce que vous voulez un jour vous tourner vers la production
produire vos propres contenus? Si. Si oui, quel type de contenu vous produirez par exemple? Toi, tu produirais quoi comme type de contenu? Si on veut se lancer vers la production, mais on ne veut pas forcément se lancer vers la production pour, on va dire, l'Afrique. Mais comme je l'ai dit une fois, pour votre niche, le RPM, le revenu par mille, lui, c'est le plus important. Donc du coup, pourquoi investir autant et ne pas avoir une forte rentabilité? Voilà. Donc on préfère aller vers une audience française, américaine et d'autres pays qui sont bien plus développés, qui vont nous permettre d'avoir un RPM. Donc là, ça consiste à créer des contenus pour ces audiences-là. Vu que le divertissement, il est vraiment au summum là-bas, voilà, donc c'est mieux de créer des contenus pour ces plateformes-là. Moi, je suis arrivé aux États-Unis, j'ai même eu des publicités sans rentrer dans aucune page. Mon téléphone, il m'affichait des publicités, je me dis, mais je suis dans quel monde là? C'est ça. Je rentre sur YouTube, j'ai compris tout le sens derrière de payer pour YouTube. Je ne comprenais pas. Étant en Mali, tu ne peux pas comprendre que les gens payent pour YouTube. Mais arrivé aux États-Unis, c'est une publicité par 30 secondes. C'est insupportable. C'est insupportable. C'est pour ça qu'ils prennent le premium. Ouais. Et là aussi, ça aide à payer les créateurs de contenu. En effet. Alors, est-ce que tu as une anecdote spéciale d'un moment qui t'a marqué dans le processus, en fait, un moment précis qui t'a marqué? Dans le processus, je disais à un moment qu'on a été piraté. Et là, c'était vraiment la chose qu'il fallait éviter à tout prix. Parce que pour comprendre, pour développer notre audience, moi, je suis parti sur une pratique qui consiste à acheter des plateformes, des réseaux sociaux aussi pour optimiser. Parce qu'en tant qu'entreprise, il faut investir aussi. Toujours investir pour optimiser la croissance. Acheter des plateformes? Ouais. Donc, moi, j'achetais des groupes Facebook, des pages Facebook. Ça m'arrivait de les acheter aussi pour accroître notre croissance. Parce qu'il y a la possibilité de faire de la publicité, mais on peut aussi acheter des plateformes pour nous permettre de développer notre audience. Donc, sur ça, j'avais acheté beaucoup de groupes. Lorsqu'on voulait scaler le business, l'erreur qu'on a fait, c'était de prendre un ordinateur et de mettre notre compte admin dessus. Sauf qu'un jour, un pirate a eu accès à l'ordinateur en question. Il a eu accès physiquement par l'ingénierie sociale ou il a eu accès en ligne? En ligne. En ligne parce qu'on a commis une erreur. Voilà, on a, sans vouloir le faire, téléchargé un logiciel qui contenait un virus qui s'est installé et automatiquement la personne a pris accès à nos comptes. Et là, moi, je me rappelle, j'étais, comment on dit, d'incouli au baptême. Voilà, au baptême d'un de mes tontons. Et automatiquement, je vois que je rentre sur Facebook, parce que je suis admin aussi, et je vois que je n'ai plus accès à au moins 4-5 groupes. Je dis waouh. Et là, automatiquement, j'appelle le directeur qui est là, et je lui dis, il faut qu'on se voit. Et je dévoile au QG un dimanche, et on essaie de faire ce qu'on peut pour limiter la casse. Qu'est-ce que vous avez fait pour limiter la casse? Bon, déjà, on a essayé de renforcer la sécurité de nos pages. On a ajouté de nouveaux administrateurs. Et puis, on a essayé automatiquement de détecter qui était admin. On l'a supprimé de toutes nos pages. On a fait des réglages qu'il faut. C'est un peu plus profond, cette technique. Mais par fini, on a pu empêcher que la personne ne s'approprie les autres comptes. Parce qu'il avait accès à l'un de nos comptes admin, qui était admin de beaucoup de groupes et beaucoup de pages. Si je comprends bien plus techniquement, les mots de passe de vos comptes étaient stockés dans l'ordinateur. C'est ça? C'était enregistré par défaut. Voilà, enregistré par défaut dans le navigateur. Donc lui, il a eu accès à toutes les données de l'ordinateur. Donc il a eu accès, on va dire, au trousseau. Oui. Moi, je comprends bien. Voilà. Donc du coup, j'allais vous demander si c'était par rapport à une sécurité de mot de passe, mais typiquement non. Hein. Non, c'est pas ça. C'est parce qu'il a eu accès à l'ordinateur en question. Et donc du coup, on a galéré parce que ça trouvait que les plateformes décollaient énormément. C'était des pages des partenaires qui venaient. Et il y en avait des pages à 1 million, 2 millions, 3 millions d'abonnés, des groupes aussi. Jusqu'à présent, ces groupes, ils existent, je les vois, mais je ne peux pas les récupérer. Ça fait mal. Hein. Voilà. Donc, en termes de chiffres, vous avez perdu combien? Environ 20 000 $. Ok. Tu ne peux pas le convertir en francs CFA comme ça, là? Non, 20 000 $, c'est facilement convertissable. Voilà. Vous allez convertir. Voilà. Donc, du coup, après ça, on a essayé de récupérer. Et là, c'était des recherches jour et nuit, jour et nuit. On a pu récupérer 5 pages, mais l'une de nos pages a été supprimée par le pirate en question. Peut-être qu'il a enfreint des standards de Facebook. Donc on n'a pas pu. Possible. Et donc, les autres groupes, là, on n'a pas pu les récupérer jusqu'à présent. Si tout de suite, en fait, quelqu'un qui voit cette vidéo veut accroître son audience, qu'est-ce que vous pouvez lui proposer en amont? Bon, déjà, de créer des contenus de bonne qualité. C'est primordial. Facebook, c'est une plateforme, si c'est sur Facebook, on parle bien. Donc Facebook, c'est une plateforme qui est assez complexe, mais il y a un principe qu'il faut comprendre, c'est que sur Facebook, quand vous postez, vous n'êtes pas automatiquement recommandé comme sur YouTube.
Parce que ce n'est pas l'un des moteurs de recherche les plus connus. Donc, les gens ne viennent pas sur Facebook pour taper, par exemple, film, théâtre. C'est rare. Facebook marche par les recommandations. Comme quand vous êtes sur TikTok, vous scrollez, vous voyez. Donc, du coup, la chose la plus importante, c'est de faire tout pour développer une base d'audience pour aller rapidement. Donc, le moyen le plus pratique pour ça, c'est soit vous êtes courageux, vous trouvez des groupes qui vont dans votre niche et vous publiez et vous partagez dans ces groupes-là tous les jours. Tous les jours? Ouais. Ou bien, vous faites une publicité à faible coût avec un expert. Voilà. On en a chargé des réseaux sociaux qui t'entendent. J'espère qu'il entend très bien. Ouais. J'espère qu'il écoute. D'accord. C'est super. Moi, je trouve que tout ça est très intéressant. Après, je ne sais pas s'il y a un côté qu'on aurait dû mentionner ici, qu'on n'a pas mentionné. On va dire, tu peux en parler. S'il y a quelque chose dont tu aurais aimé parler, dont on n'a pas parlé, on va dire. Bon, là, je peux peut-être donner un petit conseil pour les créateurs de contenu. Parce que, vu que l'Afrique est On appelle ça free games. Ouais. Normalement, c'est payant. Vu que l'Afrique est défavorisée et que généralement, quand on veut monétiser nos plateformes, on n'y arrive pas parce qu'on est ici. Donc, pour monétiser nos plateformes, c'est très compliqué. Certains ont recours à d'autres pays comme la France, d'autres ont recours à certains autres pays. Voilà, donc le problème, c'est quoi? Lorsque vous prenez, par exemple, un autre pays pour monétiser votre page, faites attention aux lois de ces pays, notamment les taxes et impositions. Parce que quand vous voulez, par exemple, travailler pour rentabiliser, vous n'êtes pas français, vous ne bénéficiez pas de la structure française, vous allez créer votre compte depuis la France, vous allez, par exemple, dépenser plus de 40%, perdre plus de 40% de vos revenus en taxes. C'est énorme. Il y a d'autres pays qui sont aussi éligibles à la monétisation, mais sauf qu'il y a un faible coût. Ou bien ils ne prennent même pas d'impôts sur les revenus de Facebook. Et de YouTube aussi, et TikTok, ainsi de suite. Donc, de faire attention à ce niveau. Avant de commencer à publier de contenu, rassurez-vous que votre contenu pourra être monétisé plus tard. C'est la chose la plus importante. Parce qu'après avoir 1 million d'abonnés, là, je ne pouvais pas savoir que ma page ne pouvait pas être monétisée. C'est dommage. Ça fait beaucoup de travail pour rien. Ouais. Et moi, je veux dire, si vous n'avez pas pensé à la monétisation et un backup plan, parce que les réseaux sociaux, il y a quelques années, c'était juste un moyen où, voilà, un exutoire pour les gens et tout. Actuellement, c'est un boulot à temps plein. Et si vous faites ce boulot à temps plein, il vaudrait mieux être payé. Bien sûr. Alors, les gars, je pense qu'on arrive à la fin de ce podcast qui a été très riche en informations, comme toujours d'ailleurs. Alors, n'hésitez pas à liker, commenter et partager. Et on vous dit à une autre fois dans les escapades.